Nous sommes avec Maria Malagardi. C'est une journaliste de Libération. Elle est l'auteure de Avant la nuit. C'est un livre sur le génocide contre les Tutsis. Ce n'est pas le premier livre qu'elle écrit. Elle a précédemment écrit d'autres livres. Je voudrais qu'elle en parle en quelques mots. Bonjour et merci pour cette rencontre. En fait, il faut savoir, je suis journaliste et j'ai couvert le génocide contre les Tutsis en 94, puisque à l'époque je travaillais pour le quotidien La Croix et je suis venue en mai 94 au Rwanda en tant que journaliste pour couvrir cette tragédie. Depuis cette date, c'était la première fois que je me rendais au Rwanda, certes pas au meilleur moment, mais depuis cette date, je n'ai cessé de revenir. La première fois où je suis revenue après mai 94, c'était en août 94, au moment de l'opération turquoise notamment. Et après, au moment où justement on se négociait la fin de la guerre et le retrait des Français. Et puis je suis revenue en 95. Et là, pour faire un premier livre qui s'appelle Le jour d'après, qui est un livre de textes et de photos que j'ai fait avec mon mari, enfin mon futur mari, qui à l'époque était photographe. Il a changé de métier depuis, mais à l'époque c'était son métier. Et l'idée, le jour d'après, c'était de partir. Nous étions à 1 an, même pas, moins d'1 an après le génocide, et c'était de partir à la rencontre d'abord de gens que j'avais croisés en mai, et puis si je pouvais les retrouver, et puis de partir à la rencontre des victimes. Comment quelques mois après elles analysaient au fond toute cette situation, comment elles arrivaient à se reconstruire ou pas, parce que nous étions vraiment encore, les gens étaient très traumatisés, comme vous pouvez l'imaginer, en janvier 95. Et je suis aussi allée voir au Zaïre, ce pays qu'on appelait à l'époque le Zaïre, qui est devenu la République démocratique du Congo. Je suis allée voir les bourreaux. J'avais rencontré un ex-journaliste de Radio Mille Collines, j'avais rencontré un intellectuel ou pseudo-intellectuel, et j'avais vu aussi des prisonniers au Rwanda. Enfin bref, j'étais allée à la fameuse 1930, prison qui n'existe plus, mais qui a longtemps été la prison de Kigali, et où étaient enfermés à l'époque beaucoup de présumés génocidaires en attente de jugement. Et donc voilà, ça c'était un premier livre qui a été publié fin 95, et en 96, nous étions revenus faire une exposition des photos en invitant tous les gens qui, pas ceux qui étaient au Zaïre évidemment, mais en invitant tous les gens, enfin en tout cas parmi les victimes et leurs familles, tous les gens qui avaient contribué à cet ouvrage, qui avait été publié par les éditions Somoji, donc le jour d'après, en les invitant à une exposition que nous avions organisée aux Mille Collines, qui généreusement nous avait proposé de faire des grands tirages et d'organiser une manifestation autour de ce livre. Après, il s'est écoulé quand même pas mal d'années avant mon second ouvrage sur le Rwanda. C'était en 2012 qu'il a été publié. Et pendant 1 an, j'avais rencontré, en fait, aux alentours de 2010, j'avais rencontré Dafroza et Alain Gauthier, qui est donc ce couple que beaucoup de gens connaissent ici au Rwanda, couple franco-rwandais installé à Reims, en France, et qui, à partir de 2001, suite au premier procès organisé à Bruxelles, en Belgique, premier procès en Europe, concernant 4 présumés génocidaires, 2 religieuses, un intellectuel et un entrepreneur, Dafroza et Alain Gauthier avaient décidé de fonder une association pour eux aussi traquer les présumés génocidaires qui s'étaient enfuis après la tragédie, s'étaient réfugiés en France, avaient parfois changé de nom et en tout cas pensaient qu'ils pourraient échapper à la justice en recommençant une nouvelle vie. Donc, sur la piste des tueurs rwandais, qui est mon deuxième ouvrage publié en 2012, retrace leur combat et même leur vie avant, comment ils se sont rencontrés, comment, évidemment, l'un et l'autre, j'allais dire, se sont retrouvés au Rwanda. Dafroza y est né, mais a une histoire familiale assez dure. Et pour Alain, c'était un peu le hasard de la vie qui a fait qu'il vienne au Rwanda et qu'il connaisse ce pays, mais il va retrouver sa future femme bien des années plus tard. Donc c'était
un récit de leur histoire personnelle, de leur combat, et aussi avec des portraits de quelques présumés génocidaires célèbres, parmi lesquels notamment Madame Agatha Biarimana. Un chapitre lui est consacré dans ce livre. Et puis l'année dernière, en 2023, alors que s'annonçait, juste avant que s'annoncent les 30e commémorations du génocide, il y a juste un an, en avril 2024, je me suis mise à écrire un 3e livre qui là ne porte pas directement sur le génocide. C'est un livre qui s'appelle Avant la nuit et qui, à la façon d'une intrigue policière, puisque au départ de ce roman, il y a un mystérieux meurtre d'enfant en novembre 93, meurtre d'enfant qui a réellement eu lieu. Et donc, à la façon d'une intrigue policière, de mois en mois, mes protagonistes vont chercher à élucider ce meurtre. Et mais en réalité, à force, ils plongent dans des ténèbres, des manipulations, ils découvrent des choses assez étranges, mais surtout, peu à peu, mois après mois, ils se rendent compte que quelque chose de bien plus dramatique est en train de s'annoncer, et c'est la préparation du génocide des Tutsis, qui, évidemment, comme vous le savez bien, a été planifié, orchestré, préparé de longue date, ne serait-ce que avec les entraînements souvent secrets de miliciens, les caches d'armes secrètes partout dans le pays, mais principalement aussi à Kigali, la mise en place d'une propagande efficace de ce qu'on appellerait aujourd'hui les fake news, mais finalement la radio des Mille Collines, pour ne citer que celle-là, a été précurseur dans la multiplication des fake news qui orientent l'opinion des gens. Et donc, je raconte tout ça dans ce livre avec différents protagonistes qui sont des casques bleus, une journaliste, des diplomates, des familles rwandaises prises elles aussi dans cette tourmente ascendante. Et l'idée, c'était de raconter l'engrenage qui mène en fait au génocide, non pas sous la forme d'un essai mais d'un roman, en espérant que les gens auront plus envie de plonger dedans, parce que même si l'histoire qui est racontée est tragique, évidemment un roman ressent plus à un divertissement et se lit plus facilement qu'un essai. Pour quelqu'un qui n'a pas le livre en main, le livre Avant la nuit, que pouvez-vous lui dire pour lui permettre un peu d'avoir l'excitation de trouver ce livre et de le lire? Alors d'abord, je conseillerais d'aller à Ekirezi et d'exiger qu'ils commandent des livres supplémentaires, parce que là, ils sont tous vendus. Ça a très bien marché dans le premier lot de livres, mais il faut absolument qu'ils en recommandent. Et je dirais que c'est difficile de parler du livre qu'on a écrit soi-même, mais je dirais que moi j'ai eu de très bonnes critiques en France du roman, et ce qui revenait souvent, c'est que c'était très prenant, qu'on était justement, c'est pour ça que j'avais choisi ce style du roman policier, c'est que c'est de l'histoire. Beaucoup de gens qui ont connu cette période, d'ailleurs, vont reconnaître derrière certains protagonistes des personnages ayant existé. Donc ça peut être excitant déjà pour ceux qui connaissent cette période. Et parfois, très souvent, on m'appelait, des gens que je connais bien m'appelaient en me disant « Oui, alors j'ai compris, derrière tel personnage, tel officier rwandais, c'est bien un tel. » Alors, quelquefois c'était vrai, quelquefois c'était pas vrai. Mais de toute façon, c'est des mixtes. Parfois, il y a des personnages bien identifiés. Et parfois, c'est des mixtes de personnages. Mais les gens qui connaissent cette histoire, qui ont vécu cette histoire dans leur chair, je dirais, mais au plus près du drame, reconnaîtront derrière les faux noms, parfois les vrais noms, il y a quelquefois des vrais noms qui sont là, reconnaîtront des personnages qui ont existé, même dans des scènes très anecdotiques, en fait, qui ont été placées là. Et après, évidemment, ce qu'on m'a dit, c'est que, évidemment, le rythme du roman policier avec le suspense sur cette enquête sur le meurtre des enfants, stimule, je suppose, la lecture, parce que c'est plus facile à lire, on va dire,
qu'un essai historique avec beaucoup de références. Et c'est très bien qu'il y ait des essais historiques qui donnent les références scientifiques pour comprendre cette période, mais moi dans ma tête, ce que je voulais faire, c'est quelque chose qu'on puisse lire assez facilement finalement et qui donne en même temps des éléments de ce qui s'est réellement passé, parce que ça a beau être un roman, en fait il y a assez peu de fiction. La fiction m'a juste permis d'enchaîner des scènes, mais qui ont vraiment eu lieu souvent à la période évoquée, et de construire des personnages en amalgamant des personnages réels parfois, parce que ça permettait de donner un caractère qui résume, si je prends par exemple les diplomates français, il y a un diplomate français assez particulier. En réalité, Varenne, ce diplomate français en poste à l'époque, dans les mois qui précèdent le génocide, à l'ambassade de France au Rwanda, ne correspond pas à un seul personnage, mais ceux qui ont fréquenté l'ambassade de France, ceux qui connaissent les milieux diplomatiques, reconnaîtront des traits de caractère de personnes ayant réellement existé. C'est pas le premier roman, c'est le troisième livre que vous écrivez sur le génocide. Mais c'est le premier roman. C'est le premier roman, ouais, mais c'est le troisième livre sur le génocide. Peut-on savoir la motivation que vous avez pour continuer à écrire sur le génocide contre les Tutsis? Je pense que je vous citerai une phrase du célèbre écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop, qui a beaucoup écrit sur le Rwanda, qui reste très attaché lui aussi à cette tragédie. Et dans Murambi, le livre des ossements, qui est son roman le plus célèbre sur le Rwanda, à un moment, un des personnages dit « Le paradoxe avec un génocide, c'est que plus le temps passe et moins on l'oublie. » Et je pense que tous ceux qui, de près ou de loin, ont connu cette période, se rendent compte que c'est impossible de l'oublier. Et que plus le temps passe... Moi, jamais j'aurais imaginé, en 94, quand j'étais jeune journaliste, quand je suis venu couvrir le génocide, même en 95, quand j'ai fait le premier livre, j'aurais jamais imaginé à l'époque que 30 ans plus tard, je me retrouverais face à vous, à Kigali, à parler d'un roman. Si on m'avait dit ça, j'aurais dit, ben non, forcément, je serais passé à autre chose à cette époque-là. Dans 30 ans, il y a autre chose qui m'intéressera. Après, je ne m'intéresse pas uniquement au génocide et au Rwanda, mais je trouve que c'est une histoire très importante pour notre humanité. Pas uniquement pour le Rwanda. Ça l'est bien évidemment en premier lieu pour le Rwanda. Et même si je comprends qu'aujourd'hui, alors que 60% des Rwandais sont nés après le génocide, il y a aussi une volonté de tourner la page, d'aller de l'avant, de construire le pays et de se projeter vers l'avenir. Je pense qu'il est important que les jeunes générations aient la mémoire de cet événement, et notamment des mécanismes qui ont permis que ça se produise, comme ils sont notamment racontés dans mon roman, pour éviter que ça se reproduise. Il faut être vigilant encore aujourd'hui face à l'intolérance, face à l'impunité, face à ce qu'on accepte comme violence et au seuil il faut être vigilant qu'on franchit. Il faut être vigilant face à l'information et aux fake news et à la façon dont la propagande, les fake news peuvent attiser la haine et la colère. C'est des notions qui n'ont rien perdu de leur actualité. Et donc, justement, je disais, le génocide est important pour le Rwanda, mais il est important pour l'humanité tout entière, parce que bien évidemment, ces mécanismes-là, ils peuvent se reproduire n'importe où dans le monde. Et malheureusement, on n'en aura jamais fini de les combattre, puisqu'il se trouve que la nature humaine fait que l'espèce humaine est la seule espèce de toutes les espèces vivantes sur Terre qui est capable de s'autodétruire. Les loups ne mangent pas les loups, les lions ne mangent pas les lions, les hommes mangent les hommes et s'autodétruisent. Donc c'est comme ça, hein. Nous avons une intelligence supérieure à toutes les autres espèces et malheureusement cette intelligence n'est pas toujours utilisée pour nous préserver, pour nous enrichir, pour permettre que nous allions de l'avant dans un monde de paix. Et on le voit encore plus, hélas, dramatiquement aujourd'hui, dans un monde qui semble à nouveau renouer avec les dangers et les périls.
Vous avez peut-être un dernier message à la veille de la commémoration du génocide contre les Tutsis. Nous voyons encore en Europe des négationnistes. Peut-être un message pour ces gens. Les négationnistes ou les victimes? Il y a aussi des négationnistes. Je ne sais pas ce que je peux dire aux négationnistes, si ce n'est que l'histoire ne leur donnera jamais raison. Tout génocide génère son propre négationnisme, la Shoah aussi. Ah, c'est négationniste. Maintenant, il s'essouffle 80 ans plus tard. Mais longtemps, mais ils existent encore. L'antisémitisme n'est pas mort en Europe. On voit en Europe, 80 ans après la Shoah, des partis populistes d'extrême droite, intolérants, qui se réclament parfois les héritiers de ceux qui étaient le fer de lance de l'antisémitisme, prendre le pouvoir. Mais malgré tout, c'est devenu quand même compliqué en Europe d'être ouvertement négationniste. En France, il y a eu quand même un procès sur un livre contre Charles Nana pour négationnisme, et il a perdu. Donc c'est un combat perdu, c'est une lutte d'arrière-garde. Elle ne reste pas moins dangereuse parce que en fait ça distille le doute chez des gens peut-être bien intentionnés mais qui ne connaissent pas l'histoire. Hein. On ne connaît pas l'histoire de tous les pays. Hein. Moi, si vous m'interrogez sur l'histoire du Pakistan, je ne saurais pas vous dire grand-chose. Donc il y a des gens qui connaissent pas bien l'histoire de cette région ailleurs. Donc les négationnistes essayent de distiller. Et puis il y a les périls dans le pays voisin qui vous préoccupent beaucoup, la République démocratique du Congo, où il y a aussi beaucoup de négationnistes, où on essaye de nous faire croire qu'il y a eu 6 millions, 15 millions de morts, on ne sait plus, les chiffres s'élèvent en permanence, et toute cette inflation de chiffres ne vise qu'à diminuer l'impact réel du génocide des Tutsis en 94. Alors bien sûr, je pense que ça, il faut le combattre, mais encore une fois, et avec virulence, mais encore une fois, leur combat est perdu d'avance. La vérité, elle finira toujours par triompher. Un message pour les victimes? Et pour les victimes, je pense que justement, si le Rwanda désire se projeter de l'avant, et je sais combien la période du génocide est dure ici, pour les victimes qui évidemment se remémorent. J'ai plusieurs fois été au stade ici à Kigali lors des commémorations du 7 avril et j'ai vu la façon dont encore bien des années plus tard certains proches des victimes s'effondrent et la douleur rejaillit et revient toujours. Néanmoins, il faut garder la mémoire de cet événement. Il faut que les jeunes générations comprennent son importance et que, bien évidemment, si la réconciliation est fondamentale, ce qui s'est passé ici, qui n'était pas une guerre entre Hutus et Tutsis, de la même façon que la Shoah n'était pas une guerre entre les Allemands et les Juifs, la Shoah est une extermination des nazis allemands et des nazis européens contre les Juifs, c'est complètement différent. Et ici, nous avions aussi des nazis rwandais qui ont exterminé les Tutsis. Donc tout ça, toute cette structure, toute cette mémoire, la façon dont on met les mots sur les réalités, je pense, 31 ans après, continue d'être très important. Je vous remercie beaucoup pour votre contribution à la mémoire du génocide contre les Tutsis. Je vous remercie pour votre disponibilité malgré votre calendrier chargé. Je ne vous souhaite qu'un bon retour dans votre pays en espérant que on aura l'occasion de se rencontrer encore une fois. J'en suis certaine. Vous étiez avec Gérard Rugambwa du journal Le Canapé.